iranienne à l'étranger parce que ça bloquait au niveau du contrat, au niveau de la rémunération du traducteur. Bref, jusqu'à présent, toutes les tentatives ont malheureusement échoué. Et je ne sais même pas si un jour ça sera possible en fait. Bon, moi je l'espère, c'est un rêve. Mais bon, au final, vous savez, ça c'est aussi le chemin du livre. Voilà. On ne peut pas prévoir ce qu'un livre va devenir. Donc c'est comme ça, je l'accepte. Ovo će biti zadnje političko pitanje, možda predzadnje. Jesu li se građani u Iranu identificirali sa islamskim zakonom, to jest postoje li neki otpor unutar 4 zida i kakvi su muško-ženski odnosi sa ljudima koji se protive režimu? Alors, c'est comme à peu près dans beaucoup de pays, c'est-à-dire, je pense notamment à la Turquie par exemple. On ne peut pas dire que le peuple turc s'identifie au pouvoir dictatorial d'Erdogan, vous voyez. Et en Iran, c'est pareil, vous avez un pays qui est divisé. Bien sûr qu'il y a une partie de la population iranienne qui soutient le régime dictatorial, islamique, qui est en place depuis 1979. Mais vous avez aussi toute une partie de la population qui est très progressiste, très moderne, qui pense différemment, notamment la jeunesse. La jeunesse iranienne, elle est surprenante. Ce sont des jeunes qui parlent beaucoup mieux anglais que les Français, par exemple. Ils ont une ouverture vis-à-vis du monde extérieur incroyable, grâce à Internet, justement, notamment. Donc, vous voyez, c'est une société qui est complexe, qui est multiple, qui est très, très paradoxale aussi. Donc, on ne peut pas tenir un seul discours univoque sur l'Iran. Je pense que c'est vraiment être dans l'erreur. Et moi, quand je suis retournée en Iran, je l'ai vu ça. J'ai vu à quel point cette société était multiple, divisée, plurielle. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, les relations hommes-femmes. Vous savez, quand vous vivez dans un État, dans un pays qui nie les droits de l'homme et de la femme, c'est extrêmement compliqué, en fait, de pouvoir s'aimer librement. Or, lorsque l'amour ne peut pas s'exprimer librement dans la liberté, comment voulez-vous que les relations humaines soient saines, soient belles, soient complémentaires, puisque vous avez des lois qui, très clairement, vous empêchent d'être libre, vous empêchent de pouvoir mener une vie telle qu'on pourrait la mener, par exemple, en Europe, ici. Par contre, ce que je voudrais dire, et je voudrais vraiment qu'on reconnaisse le courage des femmes iraniennes, c'est que malgré ces lois, elles sont extrêmement courageuses parce qu'elles résistent à leur manière, elles utilisent leurs propres moyens pour une bouffée d'oxygène, pour une bouffée de liberté. Et moi, j'ai toujours été admirative du combat en fait qu'elles mènent au quotidien. Et c'est vrai que c'est un combat qui n'est pas assez reconnu, mais elles ont un courage immense. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment sur les réseaux sociaux, mais il y a eu un mouvement qui s'appelait « Ma liberté furtive ». Et c'était en fait des femmes, des jeunes femmes iraniennes qui dans les rues d'Iran, dans les rues de Téhéran, enlevaient pour quelques secondes, quelques minutes, leur voile sur des places publiques. Nous, on regarde ça, peut-être que si on ne sait pas le contexte, on se dit « oui, bon, c'est pas grand-chose ». Mais c'est énorme de faire ça en Iran, parce qu'il y a le port obligatoire du voile. Et il faut savoir que toutes ces femmes ont été retrouvées, elles ont été arrêtées et emprisonnées. Je ne sais pas ce qui s'est suivi après. Est-ce qu'elles ont été libérées ou pas? Moi, je peux juste vous dire que l'avocate qui s'appelle Nasrin Sotoudeh, qui a défendu ces femmes et qui défend depuis 30 ans la liberté des prisonniers politiques, la défense des prisonniers politiques, elle a été arrêtée, elle risque 38 ans de prison et 169 coups de fouet. Voilà. Voilà le pays que nous avons fui. Et ça, c'est terrible. Et donc, encore une fois, le corps de la femme et la situation des femmes, c'est là où la loi très clairement s'exprime. C'est-à-dire qu'on a toujours utilisé, et pas seulement en Iran, en Europe, on le voit aussi,
on utilise le corps des femmes pour ramener des idées conservatrices du Moyen-Âge. Et vraiment, je tiens à dire à toutes les femmes qui sont présentes dans ce public, Simone de Beauvoir l'a dit en 1949, il suffit d'un changement politique, religieux, économique pour que tous les droits que nous avons acquis nous soient enlevés. Donc ça veut dire qu'il faut une vigilance permanente, quotidienne, pour conserver ce que nous avons obtenu durement. Voilà, et bien en Iran c'est aussi cet exemple-là. Zanima me i kako nam možeš opisati ili kako opisuješ gradnju romana. Roman se sastoji zapravo od kratkih poglavlja koja djeluju namjerno, ja bih rekao, kao zapisi iz prošlosti, bliže ili dalje, ali koji čine zapravo jednu poetsku cjelinu, djeluju vrlo poetično, čak na neki način i kao možda jedan sonetni vijenac, jer svako poglavlje završava nekim motivom koji se prenosi u novo poglavlje, novi zapis, iako možda tematski nisu direktno povezani, ali roman završavaš pjesmom i zadnji stih, koji je ujedno i zadnja rečenica romana, glasi: ja sam vijenac riječi pričvršćen za stablo na koje dijete pokazuje prstom. Jesam li na pravom tragu? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, j'ai écrit ce livre comme des flashs de souvenirs qui s'enchaînent, comme une espèce de caméra qui filmerait les souvenirs, et ce sont des souvenirs qui surgissent dans la tête de Mariam, enfant, puis adolescente aussi, et puis adulte. Alors, moi je voulais une forme fragmentée. Je voulais que ce roman soit fragmenté, un peu presque décomposé, parce que c'est ainsi que je perçois, d'une certaine façon, l'identité de l'exilé. Moi, j'ai le sentiment que l'exil nous divise à un moment donné, fait que notre identité tout de suite devient complexe. Elle se fragmente. Et c'est au fil de la vie, c'est au fur et à mesure de la vie, que nous recomposons les choses, que nous finissons par accepter cette mosaïque qu'est notre identité. C'est pour ça que c'est fragmenté, c'est pour ça que c'est des flashs de souvenirs. Et lorsque j'ai terminé je me souviens quand j'ai terminé de l'écrire, le livre même, l'objet du livre, recomposait toute cette identité, toute cette mosaïque. Donc moi je suis vraiment pour cette conception d'une identité multiple, d'une identité complexe. Je déteste le nationalisme, je déteste tout ce qui réduit l'être humain à une seule chose. Pour moi justement notre force et notre humanité, c'est qu'on est pluriel. C'est qu'on a la capacité à faire entrer en nous plusieurs cultures, plusieurs langues. Regardez, ce qui se passe là, c'est exactement ça. Y a 2 langues qui sont utilisées. Le livre a été traduit, donc il circule dans une autre langue. C'est bien la preuve que nous avons, en fait, beaucoup plus la capacité de s'ouvrir à l'autre que de se fermer. Donc, je pense que, voilà, je voulais aussi montrer cette complexité-là et cette humanité-là que l'exilé représente, mais que finalement, on retrouve chez tous les êtres humains. Postavila bih ti još jedno pitanje vezano uz formu. Te
težiš li kombiniranju tako više forme i stvarno ih ima mnogo u ovom romanu i zašto? Eh bien, en fait, ça participe exactement de la même idée. Moi, au début, je me suis dit, bon, je vais écrire un roman. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, mais comment définir ce qu'est le genre romanesque? C'est très compliqué. Le genre romanesque, justement, a cette capacité d'intégrer en lui plusieurs autres formes. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la poésie, qu'il y a aussi du conte, hein, le conte merveilleux. Il y a du roman, il y a du journal intime, il y a des dialogues de théâtre. Ça aussi, c'est la multiplicité de notre monde, la multiplicité de l'identité que je voulais représenter. Et puis, aussi parce que moi, j'ai commencé par écrire de la poésie. Et puis ensuite, quand j'étais adolescente, j'ai commencé par la poésie. Puis un peu plus adulte, j'ai écrit des nouvelles. Donc la forme brève, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et donc, quand j'ai commencé à écrire enfin un roman, il y a comme la trace de la poésie et de la forme brève de la nouvelle dans le roman. C'est pour ça que les chapitres sont très courts. C'est pour ça qu'effectivement il y a un motif qui revient, qui est comme un fil directeur. J'ai aussi écrit beaucoup de contes, donc les contes on les retrouve aussi. Voilà, c'est comme un condensé de toutes les formes d'écriture que j'ai pratiquées avant. Ja bi se možda malo vratila na sam jezik koji, kako sam na početku i rekla, stvarno poprima obilježja živog bića. Dobro znamo da je jezik živ, da se on mijenja, da je on nešto najintimnije što čovjek ima, da ga svakoga upotrebljava na različit način, pa jedan te isti jezik. Ovdje se jezik u jednom momentu u knjizi pojavljuje kao personificiranu ženu, u jednu staricu. To je zapravo taj prvi jezik perzijski koji pripovjedačica je odbacila kako bi se mogla što bolje integrirati u francusko društvo, jer njezina različitost je zapravo bila cijelo vrijeme veliki teret i breme dok je odrastala. Međutim, taj jezik je francuski jezik, koliko je god pomogao u tome da se ne osjeća toliko usamljenom. Samoća je zapravo isto jedan veliki motiv ovdje, jer njezin jezik i taj francuski se rodio iz samoće, kao uostalom i pripovjedanje, želja za pripovjedanjem priča, što mene u ovom romanu i podsjeća negdje, moram to sad onako banalizirati, i na Šeherezadino pripovjedanje koje pripovjeda da bi se negdje odagnala smrt, da bi se, premda je ona uvijek ovdje. Jezik je ovdje i nešto što razdvaja. Razdvaja oca, majku i kći koji su došli u Francusku. Djevojčica naravno u školi uči taj jezik novi, no roditelji ne. Pritom roditelji gube i svoj prvi jezik, perzijski. I što se tu zapravo događa? Ima jedna scena kada je djevojčica osjeća sram zbog majke koja nešto krivo izgovori na francuskome kad je dolazi prijateljica doma. Poslije žal što nije poslušala oca koji joj je htio objasniti kao malo da mora učiti perzijski. Jako puno tuga je u svemu tome, premda je pripovjedačica našla naravno svoj put, svoj jezik, svoje identitete i prigrlila zapravo sve te različite, što je upravo i rekla. Alors oui, c'est juste. En effet, pour moi, l'exil, ça a été d'abord une langue qui disparaît, c'est-à-dire le persan. Alors, je me souviens, à 6 ans, j'arrêtais pas de poser la question à mes parents. Quand on était en France, je leur disais « Pourquoi ici, personne ne parle le persan ?» Alors, ça faisait rire mes parents parce qu'ils disaient « Mais on est en France, pourquoi tu veux que les gens parlent le persan? Tu sais bien, en France, on parle français, en Iran, on parle persan. » Mais pour moi,
c'était quelque chose d'absolument dingue, de fou, qu'une langue disparaisse, juste parce qu'on s'est déplacé dans un espace différent géographiquement. Et c'était vraiment pour moi l'exil, c'était ça. C'était d'un coup, ma langue maternelle n'a plus de légitimité, n'existe plus. Tout le monde peut l'oublier, peut s'en passer. Donc ça a été très douloureux. C'est pour ça que, en fait, mes parents apprenaient le français, parce que, vous savez, quand on est réfugié politique en France, on a le droit à 200 heures de cours de français. Donc mes parents prenaient leurs cours de français le soir, après leur travail. Mais c'était très difficile pour eux d'apprendre une nouvelle langue à 30 ans, voilà. Donc, mon père tenait à ce qu'on parle le persan à la maison. Et moi, au début, je résistais, je disais non, et puis j'ai fini par accepter cette loi. Ok, on parle français à l'extérieur et le persan à l'intérieur de la maison. Et c'était pour moi vraiment une division, hein, comme tu l'as dit. C'était vraiment, j'étais tiraillée. J'avais l'impression d'avoir une partie de moi attachée à la maison avec mes parents qui étaient iraniens, et une autre partie de moi à l'extérieur qui était française. Et pendant très longtemps, j'ai eu du mal à passer de cette identité à une autre, de cette part iranienne à la part française. Voilà. Et c'est vrai que tout ça s'est joué autour de la langue. Hein. La langue française, la langue persane, comment ces deux langues ont combattu presque l'une avec l'autre. Neko vrijeme si živjela i u Pekingu i u Istanbulu, pa koliko seljenje, znači malo sam se ipak maknila i od francuske i od perzijske kulture, koliko je to seljenje utjecalo na tvoje književno izražavanje? Alors oui, parce que j'ai décidé de vivre en Chine. Pendant 4 ans, j'ai vécu en Chine et puis 2 ans à Istanbul. Et c'est précisément en fait à Pékin, en Chine, que j'ai démarré l'écriture de Marx et la poupée. Enfin, l'écriture de ce qui est devenu Marx et la poupée. Et j'étais à une époque dans ma vie où il fallait vraiment que je m'éloigne de la France et de l'Iran. C'était vraiment nécessaire. C'était vital pour moi. Parce que j'avais besoin de me découvrir, j'avais besoin de savoir qui j'étais. Et donc, pour cela, j'ai choisi d'aller à 9000 km de la France, dans un pays que je ne connaissais pas du tout. J'étais totalement étrangère là-bas, totalement perdue. Et en fait, c'est intéressant, c'est là où je me suis retrouvée. C'est en étant totalement étrangère ailleurs que j'ai appris un peu ce que je pouvais être. Et donc, l'écriture a commencé à ce moment-là. Ostavili smo jednu ovako temu još za pred kraj. Pri početku romana ima jedna scena, pored brojnih zbilje pamtljivih scena, reminiscencija i ono kada tvoji roditelji uzimaju igračke, tvoje igračke i odnosno ne uzimaju nego te uvjeravaju i na neki način prisile da te igračke podijeliš sa siromašnijom djecom u ulici. I napisala si da su oni bili razočarani, komentirali su tvoje negodovanje na način da su rekli pa ona ne shvaća što je komunizam. Odnosno, htjeli su ti objasniti da vlasništvo kao takvo ne valja. Ja sam imao slično iskustvo kad sam bio mali. Mi smo živjeli u socijalizmu, međutim, nemam nikakvih negativnih sjećanja na to razdoblje, osim privatnog, slično tvome, kad je dobio sam za jednu novu godinu automobil, mali autić na pedale
i onda je moja baka taj autić nakon par mjeseci poklonila mom susjedu. I kad sam ja unezvjeren rekao šta si to napravila, ona je rekla ne smiješ se vezivati uz stvari. I htio bih da prokomentiraš što je zapravo za tebe komunizam i što je komunizam u Iranu, a što je komunizam u Francuskoj. Alors, vraiment là, je suis surprise, Ivan, parce que je ne savais pas que tu avais vécu la même expérience. C'est terrible. Alors, bon, oui, effectivement, bon, mes parents m'obligeaient, me forçaient à donner mes jouets aux enfants pauvres du quartier parce que, je précise un petit peu, parce que sinon on va vraiment croire que c'est des monstres. Parce que nous allions partir, nous allions nous exiler en France, et ma grand-mère, qui m'adorait plus que tout, m'avait acheté énormément de jouets, de poupées. On ne pouvait pas tout emporter avec nous. Donc eux, ils se sont dit, bon ben voilà, nous sommes communistes, tu vas donner ça aux enfants pauvres du quartier. Et moi, c'était inacceptable. Donc je faisais des crises de nerfs, je pleurais. C'était vraiment terrifiant hein, pour moi de devoir faire ça. Je finissais par le faire. Et c'est vrai que quand je me mettais à pleurer comme ça, ma mère s'arrachait les cheveux en disant « cet enfant ne comprend rien au communisme ». Bon, malgré l'éducation communiste qu'ils ont voulu me donner. Donc c'était un échec pour mes parents parce qu'ils voyaient que leur fille était beaucoup trop attachée justement aux objets et à la propriété privée. Alors oui, bien sûr, c'est une métaphore aussi ça, c'est-à-dire d'une façon un peu humoristique, c'est un engagement un peu radical parce que ce n'est pas ça le communisme, je veux dire. Ce n'est écrit nulle part qu'il faut obliger les enfants à donner leurs jouets. C'est une interprétation bon, de mes parents qui étaient vraiment passionnés à ce moment-là par l'idéologie communiste interprétée par eux. Alors, je ne pourrais pas vous dire ce qu'est le communisme. C'est extrêmement complexe. D'abord parce que il faut distinguer le marxisme du communisme, il faut distinguer les différentes formes de réalisation d'États communistes, si on peut dire ça comme ça, dans le monde. L'héritage est complexe, difficile aussi à analyser avec recul. Donc, je peux pas définir ça. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que en France, il y a eu un parti communiste qui existe toujours, qui est toujours là, et qui a vraiment apporté des mesures sociales au peuple français. Alors, je peux vous donner des exemples. Par exemple, la sécurité sociale, bah, ça vient du Parti communiste français. C'est-à-dire la prise en charge à 75% de l'État de tous nos frais de santé. Voilà. Les 3 semaines de congés payés, de vacances payées, ça vient aussi du communisme français. Donc, des mesures de protection sociale, d'avancée sociale, c'est vrai que c'est venu du communisme. Donc, vous voyez, on peut, déjà, c'est une autre forme de communisme. Bon, il n'a pas versé dans le totalitarisme, par exemple. Donc, aujourd'hui, moi, évidemment, cet héritage communiste fait partie de moi. C'est quelque chose que j'ai refusé étant adolescente. Et puis, en mûrissant, en grandissant, je me suis mise à lire les textes de Marx, Engels, etc. Et j'ai développé une réflexion là-dessus. C'est aussi pour cette raison que c'est un héritage que j'accepte totalement aujourd'hui, qui fait aussi ma force et qui fait que je suis candidate sur la liste du Parti communiste français pour les élections européennes, dont le vote, on le sait,